Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, on se retrouve en ce jour de printemps. C'est quand même merveilleux d'avoir une émission La Nature et vous pour ce jour de printemps. Donc La Nature et vous, c'est votre émission, un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Georges Fetterman. Bonjour Georges. Bonjour. Je vais vous présenter Georges dans quelques instants. Alors, peut-être avez-vous remarqué en vous promenant dans les parcs, les forêts, des villes ou des villages, vous êtes peut-être des fois arrêté, vous avez peut-être été attiré, émerveillé par un arbre majestueux ou un arbre exceptionnel. Certains de ces arbres sont remarquables, voire pour d'autres même sacrés. L'arbre a une place importante dans les sociétés traditionnelles et ce, tout autour de la planète. Il est le lieu où l'on se réunit, on prend des décisions. Certains arbres sont sacrés, vénérés et protégés. L'arbre, qu'il soit sacré, remarquable ou sans distinction spéciale, incarne la régénération perpétuelle de la vie. Il est le cycle naissance, croissance, mort, renaissance. L'arbre est notre lien entre terre et ciel. Il est plus qu'une ressource. Il rassemble et est le pilier de la vie sur Terre, témoin de l'histoire d'une famille, d'un lieu, d'un village, d'un territoire. Les arbres sont les témoins de la vie et de son évolution. Aujourd'hui, cette dimension s'oublie, mais nous continuons toujours à nous émerveiller devant certains de ces géants. Nombre d'arbres sont remarquables, sans pour autant être sacrés. Alors, qu'est-ce qu'un arbre remarquable? Quelle est la différence entre un arbre sacré et un arbre remarquable? Nous en parlons avec Georges Fetterman. Georges, vous êtes professeur agrégé de SVT, retraité maintenant, président de l'association Arbres et auteur de nombreux livres de découverte de la France entre paysages, arbres, géologie et patrimoine. Dont votre dernier livre, les plus beaux chênes de France aux éditions Albin Michel. Vous continuez à enseigner et à transmettre votre passion de faire connaître ce qui n'est pas connu entre nature et culture. Alors Georges, que représente, c'est la question que je pose à chacun de mes invités, que signifie la nature pour vous? La nature, c'est avant tout pour moi un lieu de découverte, d'émerveillement. Et plus les choses avancent, plus j'avance dans la connaissance de la nature, plus je m'émerveille. Je ne suis pas épuisé de ça, je n'en finis pas de m'émerveiller au point que ça soulève toutes sortes de questions quasi philosophiques, comment on a pu en arriver là. Et c'est vrai que les destructions actuelles, les catastrophes à certains endroits ne m'éloignent pas de ce que je considère comme essentiel, c'est cet enthousiasme, cet émerveillement et la volonté de préserver tout ce qui peut l'être. Donc un lieu d'émerveillement avant tout. Oui, ça fait vibrer notre âme d'enfant comme ça. Et alors, on parle beaucoup d'arbres remarquables, d'arbres sacrés. Alors, comment on définit finalement un arbre remarquable? Alors, arbre remarquable, on en parlera tout à l'heure. Il y a une association pour essayer de les inventorier et les connaître et les faire connaître. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de définition. Eh bien, c'est simplement ce à quoi tout le monde pense. Des arbres très vieux ou des arbres très grands ou très gros, donc les dimensions exceptionnelles. Et des arbres qui ont une histoire ou qui sont liés à l'histoire de France, et j'ajoute à ça ceux qui sont porteurs de légendes. Les arbres sacrés peuvent faire partie de cette dernière catégorie. Pour qu'un arbre soit remarquable, j'ajoute une dimension qui est valable pour tout le monde, c'est la dimension coup de cœur. C'est-à-dire que, vous l'avez dit dans votre présentation, il y a des arbres sur lesquels on tombe en promenade et puis on tombe en émerveillement et on voit que celui-là est un petit peu différent, il a un petit plus ou un grand plus par rapport aux autres, et celui-là, on a envie de le faire connaître aux autres. C'est celui qu'on va surveiller s'il y a un jour de tempête, de voir s'il a tenu le coup. C'est vraiment l'arbre qui est différent, mais finalement, après toutes les définitions un petit peu scientifiques, finalement, le coup de cœur marche assez bien. Mais
en fait, parce que l'arbre n'est pas forcément obligé. Des fois, on s'imagine un arbre remarquable immense, avec majestueux, mais des fois, on retrouve des arbres remarquables complètement tortueux, pas forcément très grands. Quels seraient peut-être les critères aussi Ouais, ce qui est paradoxal, c'est à travers ce que vous dites, on pourrait imaginer que vous parlez de celui qu'on considère comme le plus vieil arbre du monde, qui est un conifère au nord de la Suède, dont l'âge est estimé à 9000 ans, et on passerait à côté sans s'y faire attention, parce qu'il a poussé très, 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 très lentement. Évidemment, là, son âge avéré en fait un arbre remarquable, mais en tout cas pas l'esthétique. Moi, je mettais presque dans les arbres remarquables les plus petits arbres du monde, qui sont dans les régions polaires, que ce soit en Islande, au Canada ou en Sibérie, où il y a ou en haute altitude chez nous d'ailleurs, qui sont des saules qui font 2 à 3 centimètres de haut. Donc c'est des forêts où on se perd. On ne peut pas se perdre parce qu'on les domine de très haut. Sont des arbres minuscules, mais ils font partie quand même du monde des arbres. Donc cette notion de dimension ou d'âge est tout à fait relative. Et effectivement, il y a des arbres aux formes tortueuses qui sont tout à fait extraordinaires sans être très hauts ni très vieux. Et en France, combien avons-nous d'arbres recensés, en tout cas, d'arbres remarquables recensés? Recensés des milliers. Le critère qui fait référence maintenant chez nous, c'est qu'on attribue un label à des communes ou à des propriétaires qui s'appelle le label Arbre remarquable de France, et on a fêté en octobre dernier le 1000e arbre remarquable de France. Donc on a 1000 arbres labellisés, maintenant un peu plus puisqu'on a attribué quelques labels depuis, 1000 et quelques arbres qui ont le label Arbre remarquable de France. D'accord. Et auriez-vous des légendes, des histoires autour, parce que comme vous êtes un passionné à la fois d'histoire, de géologie, vous avez une culture très large dans ce domaine-là, parce que c'est de lier aussi la nature et la culture, finalement, les deux vont ensemble. Auriez-vous quelques histoires à nous partager? Oui, comme ça, une bretonne qui me vient à l'esprit, et puis la forêt de Brocéliande, tout le monde la connaît et sait qu'il y a des mystères et des légendes. Il y a un chêne qui est en assez mauvais état là actuellement, qui s'appelle le chêne guillotin. Guillotin, ça n'a rien à voir avec la guillotine. Guillotin, c'était un curé qui s'enfuyait, dit-on, devant les troupes révolutionnaires, et il était menacé, semble-t-il, par les troupes en question. Et alors l'histoire qui doit être vraie, c'est qu'il se serait réfugié pour se cacher dans un vieux chêne qui est toujours là, qu'on peut toujours voir. Le chêne avait déjà à l'époque sans doute 600 ou 700 ans. Il approche maintenant des 800, 900 ou 1000 ans, difficile à dire. Un arbre qui était déjà creux, et il se serait caché à l'intérieur. Ça c'est l'histoire, et elle est probablement en grande partie véritable. La suite devient légende, c'est que on raconte que le curé Guillotin aurait passé un pacte avec une petite araignée qui vivait dans le tronc de l'arbre, et en lui disant: écoute, si tu me protèges, je viendrai tout le reste de ma vie te porter une petite mouche à manger. Alors ça veut dire quoi, le protéger? Ça veut dire tisser une toile devant l'ouverture du tronc creux, et les gens qui arriveraient verraient une toile d'araignée en disant: il y a personne à l'intérieur puisque la toile serait déchirée. Et le curé Guillotin aurait survécu assez longtemps, et la légende raconte qu'on le voyait errer régulièrement pas loin de la forêt de Paimpont-Brocéliande, son ancien nom Brocéliande, et qu'il aurait porté à manger à l'araignée en question. Mais quand on pousse un peu, après discussion avec
le maire du village, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, il est possible que le chêne où il se serait caché ne soit pas celui-là, mais un autre qui était à quelques centaines de mètres. Et deux, en poussant, vous me parliez d'arbres sacrés, on dit que la petite araignée aurait été le symbole de la sainte du village et que c'était une manière d'honorer cette sainte, de dire qu'elle était devenue sous la forme d'un petit animal protectrice. Voilà, donc il y a un lien entre l'histoire, la légende, et on ne sait plus dans cette affaire-là ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Et puis franchement, c'est pas très grave parce que moi je le raconte à ma façon et probablement je déforme la réalité, et puis quelqu'un dans quelques années la racontera d'une façon différente, et on ne saura plus ce qui est vrai, ce qui est sacré, ce qui est légendaire. Et comme ça, bon, il y a d'autres histoires comme celle-là. Mais on retrouve justement l'IF, que ce soit dans les pays du Nord ou même en France, qui a donné aussi lieu à des noms de communautés, de régions, de villes. Oui. Des prénoms aussi. Yves, par exemple. Ouais. Parce que il est fabuleux cet arbre. Auriez-vous des choses à nous raconter? Parce que j'imagine qu'il y en a qui sont justement remarquables, certains ifs. Oui, il y en a beaucoup. Alors notamment en Normandie et dans le Nord-Bretagne, il est assez facile de les voir. Il suffit pour ça de rentrer dans le cimetière paroissial qui est à côté de l'église. Et il y a beaucoup de communes qui ont leur cimetière paroissial près de l'église. Et dedans, un gros vieil if. Certains ont plusieurs centaines d'années, et les plus vieux dans notre pays atteignent au moins 1500 ans, voire 1700 ans. Vous voyez, ça remonte loin quand même. Alors, quand on regarde bien, 1500 ans, ça veut dire que l'arbre était là avant l'église. Et donc, on a construit l'église près de l'arbre, et non pas planté l'arbre près de l'église comme tout le monde le pense. Et donc, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'agissait que l'arbre était un arbre sacré par rapport aux morts et aux défunts, et que notamment les notabilités, et qu'on plantait symboliquement un if près des tombes des personnes mortes, des personnes d'importance mortes, et que secondairement, l'endroit a été christianisé, l'endroit qui était païen a été christianisé avec l'if près des tombes, et qu'on ait construit l'église pour en faire ensuite un lieu chrétien. Sinon, c'est un arbre fascinant, donc il peut dépasser. En Angleterre, il y a un if qui a probablement plus de 2000 ans, arbre symbole des morts. Alors, plusieurs hypothèses pour ça, parce qu'il donnait la mort dans la mesure où il a un feuillage toxique, c'est possible, mais aujourd'hui, à la fois c'est un arbre qui est dangereux par son feuillage toxique. Au passage, je précise que les petits fruits rouges qui sortent sur les arbres femelles, qu'on appelle des arilles, sont comestibles. Alors que tout le reste, contrairement à ce que les gens pensent, contrairement à tout le reste de l'arbre qui est dangereux, mais cet arbre symbolique de la mort est aussi devenu un arbre de vie, puisqu'on en extrait en médecine, en médecine très de haut vol, anticancéreuse, un produit anticancéreux relativement utilisé, parce qu'on sait son action physiologique. Oui, sur les cellules anticancer, entre autres. Voilà, il empêche la multiplication des cellules cellulaires, et donc son efficacité est désormais prouvée. Arbre de vie, arbre de mort, un arbre fascinant. Je peux ajouter une petite histoire, si vous voulez, à cette affaire d'if. Non, allez-y, et après je vais vous poser une petite question quand même sur le territoire savoyard et haut-savoyard. D'accord. Juste pour dire que il y a des arbres mâles et femelles chez les ifs, et en Normandie, dans une commune qui s'appelle l'Aedroutot, il y a un arbre mâle qui aurait pas loin de 1400 ans ou quelque chose comme ça. Et cet arbre mâle fait chaque année maintenant une branche femelle.
qui apparaissent sur le pied-mâle. Le mystère de la génétique et prodige de la nature. Il veut être sûr d'être perpétué. Qui sait? Qui sait? Et savez-vous, sur notre territoire savoyard, parce que j'ai regardé, donc j'en ai vu, on a notre séquoia au terme Marliose, qui est un magnifique arbre, qui est un arbre remarquable. Y en a-t-il d'autres? Parce que j'ai essayé de regarder, j'en ai trouvé 2, en fait, en tout cas référencés. Alors, en tout cas, dans les espèces qui font référence sur les départements savoyards, je vois deux espèces, entre guillemets, vedettes, sont des tilleuls et des châtaigniers. Les tilleuls sont souvent, il y en a plusieurs, je citerai pas forcément les endroits, mais des tilleuls des arbres de Sully, c'est-à-dire des arbres correspondant à la période d'Henri IV et qui ont été plantés à l'initiative. J'en ai en mémoire sur un hameau qui domine le lac Léman. Le hameau s'appelle Châteauvieux. À Châteauvieux, il y a une chapelle et à côté, très jolie chapelle ancienne, et à côté un énorme tilleul de Sully. Et ceci également, pas très loin, dans les communes voisinant le lac, il y a plusieurs arbres de beaux vieux tilleuls de Sully, et également des châtaigniers qui atteignent plusieurs centaines d'années. Et alors, justement, parce qu'il y a certains arbres quand même qui sont, donc, entre autres l'if, le tilleul et le chêne aussi, qui sont assez, qui sont quand même répandus pour être remarquables, voire même sacrés. Alors, quelle est la différence entre l'arbre remarquable et l'arbre sacré? L'un fait partie des autres et pas vice-versa. Oui. C'est-à-dire, tous les arbres remarquables ne sont pas sacrés. Mais par contre, des arbres sacrés, c'est-à-dire reconnus avoir une importance, une connotation religieuse qui fait qu'ils vont être respectés de génération en génération. Ou une connotation spirituelle peut-être plutôt que religieuse. Oui, spirituelle, auprès duquel les gens peuvent venir. Il y en a un certain nombre à travers notre pays qui sont respectés de cette façon-là, et c'est ce caractère sacré qui fait qu'ils ont été préservés. Vous avez parlé des ifs, ils en font partie. Il y a quand on monte au nord du lac Léman vers les départements du Jura ou autres, on va trouver des forêts où il y a des chênes sacrés, alors je pense à la forêt de Chaux, qui se trouve dans le Haut-Jura, si je dis pas de bêtises. Et là, en forêt de Chaux, il y a des vieux chênes qui sont tous porteurs d'une vierge qui est incluse dans le tronc. Et les arbres sont parfois ont la dent dure, si je peux dire, avec leur caractère sacré, parce qu'il arrive que certains d'entre eux enveloppent la statue que des hommes ont installée, vous voyez, avec leur écorce, ils enveloppent. On dit qu'un des arbres du Doubs aurait comme ça digéré entre guillemets, c'est pas de l'alimentation, 5 ou 6 vierges. Oula. Comme ça successivement. Donc, et il y en a une toujours qui dépasse du tronc de l'arbre, évidemment, qui peut être de la sorte respectée. Je pense à un autre en Normandie, un arbre qui est sacré et où des bûcherons auraient repéré une vierge au coin de 2 branches, qui seraient descendus vite prévenir leur patron. Il y a une vierge qui est apparue, on ne la connaissait pas, et puis ils sont retournés le lendemain, et la vierge avait disparu, et elle a été retrouvée beaucoup plus tard, ce qui fait que l'endroit est l'objet d'un pèlerinage. Il y a comme ça quelques endroits en France où il y a des pèlerinages qui continuent à se faire en se dirigeant vers
vers un vieil arbre. Et pour nous, ça, entre guillemets, nous intéresse d'une part ce caractère sacré et d'autre part ce caractère protecteur. Parce que un arbre qui est connu, respecté, aimé et sacralisé, on se doute bien qu'il est protégé par tout le monde quasi instinctivement. Voilà, et on va justement parler de tout ça après la pause. À tout de suite. 92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission La Nature et vous. Nous sommes en direct par téléphone avec Georges Fetterman, qui est professeur agrégé de SVT retraité et président de l'association Arbres. Et notre thématique du jour, c'est les arbres remarquables. Alors Georges, après avoir défini ce qu'est un arbre remarquable et nous avoir raconté quelques légendes, quelques histoires, comment peut-on déclarer un arbre remarquable à l'association Arbres? Et puis déjà, en premier lieu, qu'est-ce que l'association Arbres? Donc l'association Arbres, elle vient de fêter ses 30 ans, j'allais dire, et toutes ses dents, mais 30 ans et son 1000e label en 2024. Donc elle a bien vécu. Au début, on pensait pas qu'on attribuerait autant de labels. Et donc la vocation, c'est de découvrir et de faire connaître et de protéger les arbres les plus remarquables de France. Et quand je dis découvrir, au bout de 25-30 ans, on n'en finit pas de découvrir des nouveaux arbres. C'est assez incroyable. On pensait qu'on aurait vite fait le tour du sujet, et je peux vous dire, on a eu il y a 2 jours un comité d'attribution des labels, et on a vu et connu des nouveaux arbres dont on ignorait l'existence auparavant. Surtout, non pas, j'allais dire, des propriétés privées, mais ça peut aussi dans des domaines publics, des communes. Pour l'instant, on n'a pas fait le tour du sujet. Ça, c'était la première partie de votre question. Et l'autre partie... Donc, comment déclare-t-on un arbre remarquable? Oui. J'imagine qu'il y a des critères, outre ceux que vous nous avez déjà présentés. Alors, d'abord, il faut savoir que cette association, elle est ouverte à tous. On a 1400 adhérents, mais enfin, on est preneur de nouveaux adhérents. S'il y a même des passionnés qui veulent renforcer, on a une amie, une dame, une correspondante sur les 2 départements, mais je suis sûr qu'elle serait ravie d'avoir du renfort, ce qu'on appelle les correspondants. Je pense son département savoyard, et ces personnes seraient les bienvenues. Et pour tout contact, c'est notre site le plus efficace, arbre.org, arbres.org, où il y a tout ce qu'il faut, notamment une fiche pour déclarer un arbre et nous proposer, en se disant à l'avance que c'est pas parce qu'on demande le label arbre remarquable que on l'obtient forcément, parce que souvent les gens sont fâchés parce qu'on n'a pas attribué le label, mais on essaie de garder à ce label un niveau, si je peux dire, suffisamment élevé, quoi. Avec alors justement, quels sont les critères pour acquérir ce label? Parce qu'il y a, vous nous en avez un peu parlé en première partie, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses. Et qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir le label arbre remarquable, outre d'avoir un arbre reconnu? Oui, pour la personne qui le demande, c'est une reconnaissance. Si c'est une commune, elle peut s'en prévaloir comme patrimoine. Il y a des communes qui le font, et vous arrivez dans le village, il y a indiqué la chapelle ancienne, le vieux puits, l'arbre remarquable, etc. Donc ça fait un argument de plus de découverte. Et pour nous, ce label, qui n'a pas de valeur juridique, on a constaté qu'il était extrêmement protecteur malgré tout, dans la mesure où à chaque fois qu'il y a une attribution de label, on essaye de faire un événement, et cet événement avec pourquoi pas les élus, le maire, des habitants, des enfants des écoles, cette fête autour de l'arbre
qui est dans l'esprit de ce qu'on a dit depuis le début d'ailleurs, hein, faire une fête autour de l'arbre, se rencontrer, est un élément de protection peut-être plus efficace que tous les textes de loi réunis, même si on essaye, nous, de travailler avec d'autres à modifier la législation française concernant la protection des arbres en général. Il faut savoir, par exemple, que je parle pas des arbres remarquables, mais des arbres en général. L'arbre est guidé par le code civil napoléonien, et qui fait qu'il est considéré comme un objet appartenant à un propriétaire. Donc c'est un truc, un machin appartenant à un propriétaire. Voilà la loi française. Donc on voit bien qu'il manque déjà une première chose, c'est la reconnaissance que l'arbre est un être vivant et qu'il faut le respecter en tant que tel. Ne serait-ce qu'inscrire ça serait déjà un grand pas. Pour l'instant, on n'a pas réussi, mais ça progresse. Benoît Hartenstein qui a été invité justement à La Nature et vous en 2023 pour parler de la protection des arbres sur terrain privé. Il est notaire et il œuvre énormément, et je crois qu'il travaille en collaboration avec vous justement. Est-ce qu'il y a des nouveautés, parce que je l'ai eu en 2023, y a-t-il des nouveautés justement sur l'avancement de la reconnaissance de l'arbre? Donc il y a une reconnaissance juridique sur terrain privé qui protège l'arbre contre l'abattage. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'étendre justement maintenant aux arbres remarquables? Est-ce que ça pourrait être inclus dans le label? Alors il y a deux choses. Il y a ce que promeut Benoît, c'est avant tout ce qu'on appelle au sein de sa profession, les notaires, l'ORE, l'obligation réelle environnementale. N'importe quel propriétaire peut, devant notaire, faire une déclaration disant quand il ne sera plus là, après un décès, l'arbre devra être protégé pendant 99 ans. Et il y a plusieurs dizaines de personnes actuellement en France qui ont déjà souscrit une ORE avec signature devant notaire, et ça s'étend. Et puis la deuxième chose qu'a fait Benoît, c'est convaincre le Congrès des notaires de travailler justement à une nouvelle législation concernant les arbres, modifier certains textes de loi qui sont inadmissibles. Par exemple, les histoires de voisinage où entre deux propriétaires voisins, l'un peut exiger de l'autre, si l'arbre dépasse chez lui, qu'on en coupe, je vais caricaturer, mais qu'on en coupe la moitié parce qu'il dépasse chez quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, et là, ça, avec le pouvoir que peuvent avoir les notaires dans la législation française, on a bon espoir que ça puisse aboutir, et on soutient à fond la démarche de Benoît et des notaires qu'il a pu convaincre. Donc, si on veut déclarer un arbre, qu'on estime remarquable, on va sur votre site. Sur notre site, et il y a une fiche à remplir. Il y a une fiche à remplir, et après, ça passe devant un comité. Donc, il nous faut des photos, si possible, de bonne qualité. D'accord. Les personnes finalement responsables du territoire, par exemple, comme en Savoie, se déplacent-elles sur le lieu de l'arbre? C'est ce qu'on demande. Voilà, c'est ce qu'on demande. Voilà, c'est pour ça qu'on a des correspondants un petit peu partout. On essaye que avant attribution, refus d'un label, il y ait quelqu'un qui, parmi nous, ait vu l'arbre. Alors, ça peut être le correspondant, ça peut être un membre du comité. Moi, je sais que comme je déplace, on a un nouveau film, je pourrais en dire un petit mot d'ailleurs, un nouveau film où je fais des conférences ici ou là. Si j'ai l'occasion, je peux aller voir chez quelqu'un un arbre remarquable et parfois m'enthousiasmer d'ailleurs, comme ça m'est arrivé. Mais alors justement, récentes. D'accord. Alors justement, vous parliez d'un film et vous souhaitiez en parler parce que votre activité aussi, c'est d'emmener justement les personnes en promenade, en découverte. Vous donnez également des cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être? En tout cas, pour ce qui concerne les arbres, alors moi, je donne des cours, mais qui sont pas uniquement sur les arbres, mais sur des sujets
concernant la nature très très variée, très vaste, bien au-delà des arbres. Mais sinon, pour ce qui est de l'association, effectivement, on a des différents supports pédagogiques. On a une exposition qui circule. Actuellement, elle est en région parisienne, mais ensuite elle ira dans le Berry, dans le département du Cher. On fait des voyages. Alors on vient pas en Savoie incessamment, mais on a un voyage là au mois d'avril où on va aller en Occitanie, entre Toulouse et Carcassonne, où on va remettre des labels et puis voir un certain nombre d'arbres que nos adhérents vont découvrir, et puis on en profitera pour découvrir aussi la gastronomie et le patrimoine local. Ça fait partie. Ah, ça fait partie. Tout. Et puis effectivement, là, dans quelques jours, à partir du 12 avril, on a un film qui s'appelle Les arbres remarquables et la biodiversité, au cœur de la biodiversité. Les arbres remarquables au cœur de la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans un film comme ça ? Il faut des arbres remarquables en images, de la biodiversité, des oiseaux, des insectes et autres, et des commentaires avec des intervenants de talent. Et on a plusieurs intervenants de grande qualité qui ont le mérite de parler à tout public. Alors ce film, il faut le promouvoir et le demander. Le chemin, ça va être parente.org. Demander si on a une salle, on a une association, on voudrait le passer. Et nous, on vous répond et on essaie d'organiser ça. D'accord, donc on passe via le site arbre.org. Très bien. Et puis on répond dès que possible. Très bien. Le plus tôt possible. Eh bien, Georges, merci beaucoup. C'est passionnant, en tout cas. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez déclarer ou que vous estimez qu'un arbre est remarquable, il suffit donc de passer par le site internet arbre.org pour pouvoir le déclarer. Et nous nous retrouvons très bientôt. À 17h, vous êtes en direct avec Romain pour les Murmures du Lac, et à 18h, 921 Partez avec Thomas, Driss et Justine. Merci Georges, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À tous.